En 2005 déjà, j'avais visité l'Argentine, du moins sa côte est avec la péninsule de Valdés, la région des glaciers et la ville d'Ushuaia. Cette fois, mon besoin d'aventure et de calme m'entraîne vers les hauts plateaux du nord-ouest, vers les déserts de sel et les lagunes. Et nous voilà donc à Salta, situé au pied oriental de la cordillère des Andes, à 1187 mètres d'altitude. Salta sera notre point de départ d'une boucle de 4000 km qui va longer la frontière bolivienne et la frontière chilienne. Première étape, Purmamarca, située au pied du Cerro de los Siete Colores, la colline aux 7 couleurs. Ici, les maisons sont construites en adobe, qui est un mélange d'argile, d'eau et d'une faible quantité de paille qui peut être façonnée en briques séchées au soleil. Apparue il y a environ 75 millions d'années, la colline a été formée par un processus géologique complexe qui résulte d'une sédimentation fluviale, marine et lacustre. La colline est ainsi appelée en raison des divers pigments acquis par les minéraux qui composent les couches sédimentaires. Non loin de Purmamarca, la Pucará de Tilcara est une forteresse construite par les Indiens Omaguacas, de la tribu des Tilcara. Ce n'est qu'à la fin du XVe siècle que la cité fut conquise par les Incas, qui exploitèrent les différents minéraux contenus dans les collines. À la croisée des chemins, il n'est pas rare de voir des tas de pierres entourées de bouteilles vides. Ce ne sont pas des dépôts clandestins, mais des apachetas, autels vénérant la Pachamama, mère de notre terre et protectrice des voyageurs. Pour nous habituer à l'altitude et préparer nos prochaines randonnées sur les hauts plateaux, rien de tel qu'une balade parmi les roches multicolores, un régal pour les photographes. Après ce désert minéral, nous empruntons le col de Lipan, qui culmine à plus de 4100 mètres d'altitude pour arriver à une vaste étendue blanche qui contraste fortement avec le ciel bleu. Il s'agit du salar de Salinas Grandes qui, avec ses 1200 km², est l'un des plus grands déserts de sel d'Argentine. Millions d'années qui deux continents qui sont se trouvés, plaque tectonique et le continent américain. Par le choc, il s'est formé la cordillère des Andes. Et aussi, il y a entré les lots marins dans des endroits qui avaient une espèce de cuvette. Ouais. Alors, il s'est rempli de l'eau. Et puis la plaque tectonique, il s'est plongé en bas. Et le lac, plusieurs lacs, il a poussé jusqu'à certaines altitudes. Que l'eau il est parti par l'évaporation jusqu'à rester solide. Ouais, c'est ça l'explication de tous les salars. Susques, village recensé le plus haut d'Argentine, avec ses 3900 mètres d'altitude, nous ouvre la porte de la cordillère des Andes. Le volcan Tuxtla nous salue au loin. Voici le viaduc La Polvorilla, le plus connu du train des nuages, sur l'ancien chemin de fer General Manuel Belgrano. Ce monstre d'acier de 224 mètres de long et de 80 mètres de haut ne pèse pas moins de 1590 tonnes. Il fut construit de 1930 à 1932 et est situé à 4200 mètres d'altitude. Dans ces contrées minières, les routes sont en fait des pistes qui empruntent parfois le lit de la rivière. Elles ne sont asphaltées que dans les villes. En saison des pluies ou en hiver, elles sont impraticables. De plus,
Pas question de tomber en panne d'essence, car le carburant est rare dans la cordillère des Andes. Au loin, le volcan Yuyayaco, 6739 mètres d'altitude, à la frontière entre l'Argentine et le Chili. En mars 1999, on découvrit près de son sommet un cimetière dont on dégagea 3 momies. Il s'agit des corps d'enfants que les Quechuas ont sacrifiés en l'honneur des dieux peu de temps avant l'arrivée des premiers conquistadors. Ils ont été momifiés par congélation. Cette région minière est parsemée de nombreux salars, dont le salar del Diablo, long de 1,3 km. Salar agrémenté de quelques lagunes. N'oublions pas que la mer occupait ce territoire il y a 40 millions d'années. Lors de la formation de cette partie de la cordillère des Andes, ces bras de mer se sont trouvés prisonniers des montagnes à cause de l'écartement des plaques tectoniques. C'est ce qui a formé l'altiplano qui s'étend du sud du Pérou jusqu'en Bolivie. Cette région, qu'ils appellent la Valle de los Sueños, la vallée des rêves, est d'ailleurs inconnue du tourisme. Elle se distingue par une infinité de formations sédimentaires rougeâtres qui offrent au regard un paysage surréaliste. Nous sommes à 4000 mètres d'altitude et nous avons l'impression d'être seuls au monde. Et ce silence, rien que pour l'écouter, on ferait le déplacement jusqu'ici. Le salar d'Arizaru est un salar situé dans la partie occidentale du département de Los Andes, dans la province de Salta. Le salar d'Arizaru est riche en sel commun, mais aussi en fer, en marbre, en cuivre et en onyx. Avec ses 1600 km², c'est le salar le plus étendu de la Puna argentine. Nous nous dirigeons maintenant vers le sud, laissant derrière nous, non loin, la Bolivie, longeant à notre droite le Chili et plus exactement le fameux salar d'Atacama. Qu'est-ce que vous préférez? Alors pour ce soir. Oui, on Dans un décor de rêve et par des pistes à peine tracées, nous filons vers le salar d'Antofalla. À une altitude d'environ 3300 mètres, il est long de plus de 180 km et sa superficie est de 500 km². Il ne fait donc que 9 km de large en moyenne. Tout ce sel naturel est, de nouveau, le résultat d'un long processus de radiation solaire et d'évaporation. Le salar d'Antofalla possède en plein centre 3 petites lagunes appelées Ojos del Campo, reliées entre elles, mais offrant l'étonnante particularité d'être chacune de couleurs différentes.
À l'exception de la toute petite localité d'Antofalla, située à l'est du massif, non loin du Salar, la région est presque inhabitée. Le village d'Antofalla compte une quarantaine d'habitants. Il s'agit d'une des régions les plus isolées du pays qui, totalement dépourvue de route, se prête seulement au tourisme d'aventure et aux expéditions scientifiques. Ma chambre d'hôtel, vraiment trop isolée, ne me laisse d'ailleurs pas un excellent souvenir. Nous évoluons ensuite dans une ambiance volcanique à plus de 4400 mètres d'altitude, avec ces coulées de lave qui témoignent de l'activité des volcans environnants. Nous sommes dans la Sierra Blanca, décor magique une fois de plus. De grands troupeaux sauvages de lamas, d'ânes et de vigognes sont au rendez-vous. Les lamas ne nous regardent même pas. Pourtant, ils ne sont guère habitués à la présence humaine. Par contre, nous, pauvres humains, nous ne cessons de les regarder paître en paix. Les lamas sont domestiqués depuis environ 6000 ans en Amérique du Sud. Ils sont étroitement associés à la civilisation andine et connaissent leur apogée sous l'empire Inca. Ils servent d'animaux de bât pour le transport, ils fournissent leur chair pour l'alimentation, leur laine pour les vêtements, leur cuir pour les chaussures, leurs os pour les outils jusqu'à leurs excréments pour le chauffage. La vigogne, autre camélidée, est un animal sauvage aujourd'hui protégé. Elle habite les hauts plateaux froids et déserts de la cordillère des Andes qui se situe à une altitude comprise entre 3500 mètres et 5800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Plus tard, nous arrivons dans un autre décor plus volcanique. Non loin du hameau d'Antofagasta, peuplé de 600 habitants seulement, deux volcans surgissent devant nous. Le volcan Alumbrera à gauche et le volcan Antofagasta à droite. Le nom Antofagasta signifie « antichambre du ciel ». Ces deux monstres sont deux cheminées de basalte s'élevant de 150 mètres au-dessus de l'altiplano. Au pied du volcan se trouve la Pucara de la Alumbrera. De loin, on ne voit qu'un tas de scories comme il y en a tant sur la Puna argentine. Mais en s'approchant, on découvre un amoncellement de blocs noirs, des murets, des murailles, de véritables enceintes, toute une citadelle façonnée par les conquérants incas. Ces ruines sont situées au milieu de lagunes formées par le rio Pitas et ne sont plus côtoyées que par de nombreux flamants roses. Et nous reprenons la piste plein sud pour traverser d'autres contrées désertiques. Là-bas, au loin, à 3900 mètres d'altitude, une immense étendue blanche se dessine. On dirait des nuages ou de la neige toute lisse. Eh bien non, cette plaque aux allures de meringue est en fait un champ de pierre ponce, le Campo de Piedra Pomes. La pierre ponce est une roche volcanique. Lors d'une éruption, elle est projetée à haute altitude à près de 500 degrés Celsius, puis refroidie brutalement. Ce qui entraîne un dégazage rapide qui laisse des bulles d'air au cœur de la roche, d'où sa grande légèreté et sa faible densité volumique. Dans cette contrée, il y a effectivement plusieurs volcans, dont le volcan Blanco et le volcan Robledo, qui auraient formé ce bassin il y a 20 ou 10 millions d'années.
Plus loin, dans le désert toujours, nous pique-niquons près d'une maison toujours occupée par un éleveur de lamas. On est vraiment loin de toute civilisation. Ces paysages sont à la fois magnifiques, envoûtants, mais aussi tellement hostiles. C'est peut-être pour cela que je les aime tant. Quant au silence, il est enivrant. Quelle paix! Le flamand des Andes est une espèce d'oiseau qui vit sur l'altiplano de Bolivie et du nord-ouest de l'Argentine, près des lagunes salées. Il se nourrit en filtrant les petits éléments présents dans l'eau à l'aide de son bec spécialisé. Il possède une mandibule inférieure profonde et étroite qui lui permet de consommer des petits aliments. Au milieu de ce nulle part, une dune de sable dont les plus courageux tentent l'ascension. Et c'est ici que l'on ressent les effets de l'altitude. Bref, je ne suis pas encore prête pour l'Everest. Un peu plus loin, les ruines de Quilmes nous accueillent. Cette cité sacrée fut découverte en 1888. On a pu établir qu'elle a abrité près de 5000 personnes. Les Quilmes, originaires du Chili, auraient traversé la cordillère des Andes pour fuir l'avancée des Incas. Ils cultivaient le maïs, le quinoa, les pommes de terre, les haricots et élevaient des lamas qui leur fournissaient la viande, le lait et la laine. Ils n'ont été envahis par les Espagnols qu'en 1667. Dernier havre de paix du voyage, la Quebrada de Las Conchas, la vallée des coquillages, longue de 70 km. Le Rio de Las Conchas a creusé son lit au milieu de formations rocheuses imprégnées d'oxyde de fer, ce qui leur donne cette couleur rouge brique. Cette quebrada fut formée entre 130 et 75 millions d'années avant notre ère. On l'appelle aussi la Quebrada de Cafayate. L'érosion a taillé les roches rouges du canyon, donnant naissance à de multiples formations rocheuses aux formes originales. Hélas, même les meilleures choses ont une fin. Il nous faut quitter cette belle nature et son silence pour retrouver la cohue et le bruit de ce que l'on appelle la civilisation. Une petite visite au marché de Salta, brève période de transition avant le plongeon dans l'enfer de la capitale, avec ses embouteillages et sa pollution. Le choc est rude. Et dire que demain nous reprenons l'avion pour revenir en Europe aux portes de l'hiver. Pas trop envie en vérité. Je préférerais retourner auprès des lamas. Mais bon, c'est la vie. Il y a des retours, certes, mais il y aura encore, je l'espère, d'autres départs. Hasta pronto, América Latina.